Rebonjour à tous. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas connectés précédemment. Vos micros sont coupés. Vous pouvez poser des questions en live en cliquant sur le bouton point d'interrogation. On y répondra en fin de session. Donc, je me présente, je suis Sylvie Tesser, chez Aerospace Valley dans l'équipe Espace, en charge plutôt de la partie aval dans le spatial. Donc, la session va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, une présentation d'Aerospace Valley, donc par moi-même. On vous présentera aussi notre vision des services en orbite. Puis, le CNES interviendra et présentera l'appel en idée lui-même. Entre autres, Ludovic Rochas prendra la parole. Et pour finir, donc, on répondra à vos questions par une petite séance de questions-réponses. Donc, slide suivant. Donc, voilà, une rapide présentation d'Aerospace Valley, principalement pour ceux qui ne sont pas membres. Donc, Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité en Europe pour la filière aérospatiale. En effet, nous comptons plus de 860 membres, parmi lesquels des grands groupes, des PME, des labos, des académiques, des institutionnels, etc., aussi bien dans le domaine public que dans le domaine militaire. Donc, Aerospace Valley couvre 3 domaines métiers, l'aéronautique, le spatial et les drones. En transverse, nous avons des centres d'excellence donc relatifs aux 3 domaines, pour la propulsion, l'usine du futur, tout ce qui est structure et matériaux, système embarqué, et puis tout ce qui est intelligence artificielle et données, économie de la donnée. Donc, dernièrement, nous avons créé un nouveau centre dédié à l'environnement et l'économie circulaire. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite du slide, la partie durabilité et environnement sont des thématiques que nous souhaitons pousser sur les 3 filières. Donc, dans ce contexte, nous travaillons côté aéronautique sur le projet MAEL, dédié au développement de l'avion durable. Et puis, côté spatial, nous avons lancé l'initiative qui s'appelle SCALE, Space Climate League, pour booster les services qui utilisent des données spatiales et qui ont un lien avec le climat ou le changement climatique. Donc, pour nous, les services en orbite ont aussi un lien fort avec cette thématique. En effet, comme on peut le voir sur l'image, on peut d'ores et déjà parler de la partie gestion des débris. On sait que c'est un enjeu majeur pour la durabilité du spatial, pour l'exploitation de l'espace à la fois côté Léo et côté Géo. Donc, le marché dans ce domaine devrait continuer à croître puisque le nombre de constellations croît fortement aussi et donc potentiellement le nombre de débris aussi. Concernant le transport, le marché est amené aussi à être particulièrement porteur. Donc, c'est un marché aujourd'hui qui est existant pour placer des satellites sur des orbites personnalisées, pour éviter notamment les contraintes de se conformer aux orbites des charges utiles qui sont plus prioritaires, principalement pour les PME. Donc, ce service existe déjà. Il est opérationnel notamment avec Exolaunch en Allemagne, mais en France, plusieurs entreprises s'y intéressent aussi, notamment Exotrail avec son ban, mais aussi, par exemple, Latitude. On peut imaginer ensuite que les services tels que l'inspection, qui permettra d'identifier des composants défectueux, ou le ravitaillement,
pour prolonger la durée de vie des satellites, vont aussi se développer rapidement. Puis, alors, de façon un peu plus prospective, on va dire, la maintenance, la fabrication, donc tout ce qui est usine en orbite, l'assistance à l'exploration humaine, pardon, sont aussi des marchés qui sont amenés à croître et à procurer un nouveau business. Et alors, si on se projette encore plus loin, si on regarde plus loin, le recyclage, à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, sera obligatoirement à mettre en œuvre dès lors que les domaines fabrication et maintenance seront opérationnels. Donc, comme on voit aussi, c'est un marché qui met en œuvre un business model différent de celui qu'on connaît aujourd'hui dans le spatial, basé sur la vente de services, mais aussi des compétences un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir aussi, telles que l'IA, même s'il y a aujourd'hui, on en parle beaucoup et c'est même embarqué, et la robotique un peu moins courante dans le domaine du spatial. Voilà, donc je vais faire un rapide focus sur les chiffres du marché. À ce jour, la prédiction la plus pessimiste que l'on voit en termes de chiffre d'affaires, c'est 4,3 billions de dollars cumulés en 2030. Donc, comme on voit sur la gauche, avec trois grosses parties. L'extension de vie, la gestion de la fin de vie et le retrait des débris. Donc, mais ce marché, comme je l'ai dit, le chiffre de 4,3 millions est vraiment un chiffre le plus pessimiste et ça pourrait aller jusqu'à 7,8 billions. Et notamment avec la fabrication en orbite de grosses structures telles que les stations spatiales, les satellites scientifiques, les usines solaires ou autres grosses structures que l'on n'a même pas encore imaginées. Donc, les facteurs d'accélération connus à ce jour sont l'évolution de la réglementation. En termes de durabilité, on commence à en parler pas mal. La croissance des constellations LEO, les infrastructures, comme je l'ai dit, qui sont de plus en plus grandes, la demande d'une plus grande connectivité mobile, et puis la nécessité de produire une énergie net zéro. Donc, bien sûr, beaucoup de monde s'intéresse à ce marché et c'est la raison pour laquelle nous pensons que la France doit rapidement montrer son savoir et monter en compétence dans ce domaine-là. Je vais passer la main à Laurent qui va vous expliquer un petit peu comment on peut vous accompagner dans vos propositions sur ce domaine, ou pourquoi pas sur d'autres d'ailleurs. Oui, bonjour à tous, Laurent Pérez, service innovation, coordinateur de la cellule France 2030. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'appel à manifestation du CNES sur les services en orbite, c'était pour vous rappeler l'accompagnement proposé aux adhérents d'Aerospace Valley sur la préparation des réponses à appel à projet. Alors pas spécifiquement sur la MI du CNES parce que c'est un dispositif très particulier, ils vont le présenter maintenant, mais ne serait-ce que sur l'identification des opportunités de financement jusqu'au dépôt en passant par la consolidation des réponses à appel à projet, autant sur la partie technique que sur la partie gestion de projet et consolidation du consortium. On a des équipes multidisciplinaires qui peuvent vous appuyer sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à nous solliciter, notamment sur les appels à projets nationaux, régionaux, mais aussi européens avec l'équipe de Fabienne d'Aveyron, qui est entre autres point de contact national sur les appels espace du ministère et qui travaille chez Aerospace Valley. Voilà, j'ai fait le plus rapidement possible pour laisser autant de temps qu'il faut
à la présentation de l'appel à manifestation du CNES. Je vous laisse prendre la parole. On va switcher sur votre présentation. D'accord. Juste peut-être en préliminaire, déjà, merci à Sylvie Laurent pour votre accueil à Aerospace Valley. Et c'est vraiment utile pour nous, vu le grand nombre de membres, effectivement, de pouvoir toucher un public le plus large possible. Donc, moi, c'est Ludovic Rochat, je travaille au CNES, au sein de la direction des projets orbitaux et des applications, et je m'occupe de projets de services en orbite. Voilà, donc Amaury Larue de Tournemine. Donc je travaille au CNES aussi à la direction de la stratégie. Je suis en particulier en charge du plan de démonstrateur transverse des systèmes orbitaux. Et du coup, on peut commencer la présentation directement peut-être. Oui. Donc effectivement, on va commencer par une planche pour rappeler le contexte un peu de ces services en orbite. Donc ce qu'on constate effectivement, c'est que c'est un secteur qui est en forte progression ces dernières années. Au niveau international, effectivement, un peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, qui disposent un peu comme toujours d'une longueur d'avance par rapport à tout le monde. Ça, c'est à peu près clair. Et puis, on a certains de ces services qui s'intègrent bien à la logique de développement d'un usage durable de l'espace, comme l'a rappelé d'ailleurs Sylvie à plus juste titre. Donc, on pourrait citer par exemple le projet Tech for Space Care qu'on a au CNES et qui vise effectivement à développer des technologies dédiées à cette utilisation de l'espace durable. Alors néanmoins, en France, on ne part pas de zéro, on ne part pas de rien. On a effectivement des initiatives industrielles par les 2 maîtres d'œuvre notamment. Et puis on a des activités qui sont financées par le plan de relance et le plan France 2030, avec des démonstrations concrètes en orbite, typiquement d'inspection, de mobilité orbitale et d'extension de durée de vie. Et puis, d'autre part, on a effectivement des projets en cours au CNES qui sont liés à des besoins de défense, avec des spécificités, effectivement. Mais ça s'apparente à des services en orbite. Du coup, cet appel à idées thématique R&T s'intègre, enfin, est là pour accompagner finalement toutes ces activités qui existent, avec un double objectif. Le premier, c'est effectivement initier des développements technologiques par rapport à des services à venir qui sont en quelque sorte une deuxième génération de services, si on considère que France 2030 développe la première génération. Et puis cet appel à idées va nous permettre aussi d'identifier des acteurs qu'on n'aurait pas dans nos tablettes, des acteurs industriels ou labos. On pense plutôt à des petites structures, des startups ou des PME. Donc, merci. Voilà, donc pour vous aider un petit peu à orienter vos propositions, on a identifié en fait 5 axes prioritaires sur la thématique du service en orbite et sur lesquels on va essayer d'avancer grâce à cet appel à idées. Alors, je les ai listés ici. Donc, il y a un premier axe qui concerne vraiment des études de niveau mission et concept d'exploitation. Donc, un niveau assez amont, avec des études système qui permettront d'identifier des applications économiquement et écologiquement viables. Puisque c'est vrai que la difficulté du service en orbite, c'est finalement de voir émerger un marché. Et donc là, l'idée, c'est éventuellement d'analyser des concepts de mission qui seraient intéressants et qui pourraient, avec des études, démontrer leur viabilité économique et écologique. On est aussi conscient du fait que ces missions posent des problèmes particuliers vis-à-vis des missions traditionnelles du spatial, en particulier. Donc, il y a tout l'aspect gestion opérationnelle, les relais télécom, le rôle de la surveillance de l'espace aussi, qui peut intervenir dans le cadre de la mission, par exemple quand on parle de retraite débris. Donc, il y a toute une interface à mettre en place pour ces missions qui est un peu spécifique et qui pourrait faire l'objet d'études de R&T. Donc ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe concerne tout ce qui est standardisation. Notre objectif n'est pas de mettre en place un nouveau standard from scratch, on va dire, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'émerger.
aux États-Unis en particulier. L'idée là, c'est plus d'identifier les potentiels des standards qui existent ou qui sont en cours d'émergence. Et éventuellement, si on voit un standard qui est prometteur, de contribuer à l'élaboration de ces standards, voire au développement d'équipements qui permettraient de répondre à ces standards. Ça peut être du refueling, ça peut être de l'interface électrique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, des interfaces de docking. Donc, bon, ça peut être aussi un sujet de R&D. Alors, bien sûr, qui dit service en orbite dit rendez-vous. En général, il y a des phases de proximité. Donc, le troisième axe a pour objectif justement de développer toutes les technologies liées au rendez-vous et l'amarrage. Donc, on parle de senseurs de navigation et d'inspection, on parle d'autonomie et de sécurité pendant les opérations de proximité. Donc, quelles sont les technologies permettant d'assurer soit plus d'autonomie pour être moins dépendant des stations sol, soit plus de sécurité pendant ces phases de rendez-vous, sachant qu'effectivement, on a des évolutions de la réglementation qui sont applicables et qu'il faut prendre en compte. Et puis ensuite, il y a toutes les technologies qui sont, une fois qu'on a réalisé l'amarrage, donc les mécanismes de capture, etc. Donc une cible plutôt technologie, rendez-vous et d'amarrage. Alors, on a tenu à identifier un axe dédié robotique. On a un petit peu élargi robotique, assemblage, réparation et fabrication en orbite, mais le cœur du sujet, c'est quand même la robotique, puisqu'on est conscient qu'on a un gros effort à faire sur la robotique spatiale en France. Et donc, c'est un sujet qu'on a remonté comme prioritaire, donc faisant partie d'un axe en soi, qu'on a un petit peu élargi, effectivement, parce qu'il y a pas mal de... Bon, vous voyez par exemple ici qu'on parle d'impression, de soudage en orbite, d'assemblage, etc. Donc tout ça, il y a des mécanismes qui font intervenir de la robotique. Donc c'est un axe sur lequel on souhaite travailler. Et dernier point, on s'est rendu compte qu'en fait les missions de service en orbite nécessitaient des adaptations dans les méthodologies traditionnelles de développement, de qualification de ces missions-là. Par exemple, si on veut intégrer un grand réflecteur en orbite, en l'assemblant en orbite, eh bien, il faut pouvoir ensuite le qualifier, le valider, et c'est une problématique dédiée, particulière. Donc là-dessus, on a fait aussi un axe pour tout ce qui est justement réfléchir à aux spécificités en fait des méthodologies de développement dans le cadre de missions de service en orbite. Donc voilà, ça fait partie des 5 axes. C'est pas forcément un carcan, ces axes-là, c'est-à-dire que vous avez peut-être des idées qui pourraient ne pas correspondre à ces axes-là. Elles sont aussi bienvenues, mais c'est vrai qu'on va essayer de donner plus de poids, en tout cas, au développement qui concerneront ces thèmes-là. Voilà, donc effectivement, cet appel à idées, il est spécifique puisque thématique. Maintenant, il s'insère dans le plan de R&D usuel du CNES. Donc, à ce titre, il doit respecter un certain nombre de critères. Donc, on s'intéresse dans le plan de R&D exclusivement à des niveaux de TRL, si on parle de technologie, qui vont de 2 à 5 en fait. Ensuite, il est par contre ouvert à tout type de structure, industrielle de la start-up au grand groupe, laboratoire, n'importe qui peut postuler. On peut effectivement, chaque structure peut déposer plusieurs propositions, il n'y a aucun problème, et on peut répondre en consortium. D'autre part, on sait gérer des dossiers confidentiels. Je vais y revenir un peu plus loin dans la présentation. Merci. On attend un cofinancement qui va dépendre de la taille de l'entreprise, classiquement. Donc, pour les grands groupes, c'est du 50%. Pour les PME, ça va être du 30%, typiquement. Et puis, l'activité standard un peu de R&D au CNES, c'est quelque chose c'est une étude qui peut durer 12 ans max, on va dire, pour un financement CNES de 150 €. C'est un peu les ordres de grandeur, les métriques qu'il faut avoir en tête. Alors, le cycle ressemble à celui-ci, le cycle de soumission-décision. Donc, en fait, il y a un premier filtrage, c'est l'étape numéro 2, là,
qui est réalisée en interne. Ensuite, la proposition, si elle est retenue, elle est présentée par un service métier du CNES dans un comité de pilotage qui regroupe un certain nombre d'experts. Donc, chaque proposition est évaluée dans ce comité de pilotage. Si l'idée est retenue, elle est publiée sur la plateforme d'appel à idées du CNES, sauf pour ce qui concerne les idées en rupture ou confidentielles, qui, elles, ne sont pas publiées. Pendant un délai de 2 semaines, n'importe quelle société peut accéder à cette information et postuler pour être consulté dans la procédure achat qui va suivre, puisque c'est la dernière étape numéro 5. Donc, le process achat, il commence par ce qu'on appelle une revue d'engagement d'affaires chez nous, qui donne le go, en fait, pour lancer la consultation, par exemple. Donc, pour cet appel à idées, la date limite de dépôt est fixée au 15 octobre. Toutes les modalités sont détaillées donc, sur le site de la R&D du CNES. Il vaut mieux anticiper au maximum le dépôt des fiches, c'est-à-dire ça nous permet de les traiter au fil de l'eau, finalement. Il y a un certain nombre de postulants qui ont commencé à documenter des fiches, qui sont allés jusqu'au bout, sans les soumettre. Donc ça, si vous pouvez le faire le plus tôt possible, ce serait mieux. Finaliser l'entrée de la fiche dans le système. Et donc, effectivement, les porteurs d'idées retenus seront notifiés avant la fin de l'année. Effectivement, un contrat sera passé entre le CNES et l'entreprise. Voilà. Et donc, un peu en marge de cet appel à idées, le CNES organise donc un événement sur la thématique transport et services en orbite. L'idée, c'est vraiment d'offrir un espèce de cadre d'échange pour les acteurs français du service en orbite. C'est un événement qui se tiendra sur une seule journée, hein, le 1er octobre, donc c'est relativement à court terme. Il aura lieu à la Cité à Toulouse. Donc, on a déjà, je pense, une soixantaine de participants, non, 80 participants, je crois, on était ce matin. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire se rassembler, vous, peut-être, en tant qu'acteur du service en orbite, et d'échanger avec les autres acteurs. De notre côté, CNES, on y présentera la feuille de route. Je l'ai déjà un petit peu dévoilé tout à l'heure avec les axes prioritaires. Et donc, vous êtes bienvenus pour participer à cette réunion, à cette journée, pardon. L'inscription est gratuite et donc vous avez le lien là, juste en bas, pour justement vous y inscrire jusqu'à la fin de la semaine. C'est un préavis court, mais aussi l'événement est finalement assez, va arriver assez vite, le 1er octobre. Voilà. De notre côté, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire. Et on est à votre écoute pour toute question particulière sur cet appel à idées, R&T, service en orbite. Merci beaucoup. Alors, on a déjà un certain nombre de questions. Sur le marché. On peut commencer sur le marché. Oui, il y a eu quelques chiffres qui ont été énoncés par Sylvie. La question, c'était les sources de ce marché. Donc, ça peut-être... Alors, il y avait plusieurs sources, donc on pourra fournir les sources à la fin de la réunion ou demain, je ne sais pas. Parce que demain, bon, on pourra fournir les sources. On vous fournira les sources. Ensuite, sur la deuxième question, c'était 4,3 milliards, effectivement, en français. Et après, pour tout ce qui est la part qui concerne les débris, qui est affichée assez importante. Donc, qui va payer? Alors, je ne sais pas si le CNES sait répondre à cette question. Je peux donner des idées, mais… Je vais me lancer. Ce ne sera pas le CNES. En tout cas, pas tout seul. Oui, on a eu un peu la même réflexion avec Amaury. On s'est dit que le chiffre était élevé. Donc, bon, je ne sais pas quelles sont les sources. C'est vrai que pour le moment, le marché du retrait de débris est surtout un marché institutionnel. On ne voit pas de mission économiquement viable.
Alors moi qui défends le service en orbite, je dis toujours, oui, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, personne ne croyait en l'économie de tout ce qui est lié à l'écologie. Et puis maintenant, ça devient une contrainte. Et il y a un business qui se fait autour. Donc si on essaie d'être prospectif, effectivement, ça peut tout à fait décoller. Moi, j'en suis fermement persuadé. À l'horizon 2030, comme là c'était présenté, pour le moment, ça reste vraiment un business institutionnel, quoi, on va dire. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Faut que la réglementation évolue rapidement, sûrement aussi. Ou alors, il faut envisager effectivement des réglementations avec des espèces de taxation par rapport à la masse qui est injectée en orbite. Et ça ne pourra se faire qu'au niveau international. On est loin d'y être encore. On a quelques questions sur les priorités thématiques et après on a aussi des questions sur le cadre exact de l'AMI et quelle typologie sont attendues. Peut-être déjà pour préciser sur les spécificités thématiques, il y avait une question précise sur le ravitaillement stockage en orbite. Est-ce que ces activités-là sont dans la cible? Et si oui, où les positionner dans les différents axes? Alors, oui, oui, c'est dans la cible. D'ailleurs, dans le point 3, technologie de rendez-vous et d'amarrage, il y a effectivement explicitement mentionné technologie pour les interfaces mécaniques, fluides, puissance, données. Donc, les interfaces fluides, sous-entendu, effectivement, transfert d'ergol. Donc, ça fait partie des sujets que l'on regarde, d'autant plus que le transfert, le refueling, le transfert d'ergol est quand même un des marchés qui pourrait émerger avec, disons, une échéance relativement courte par rapport à d'autres services. Donc, c'est quelque chose qu'on accompagne, oui. Le titre de l'axe 3. Ça marche. Sur l'axe 4, le point autonomie et intelligence à bord, est-ce que vous pouvez apporter un petit peu plus de détails sur ce qui peut être attendu dans cet axe? Je pense que sur la robotique, l'assemblage, la réparation, la fabrication en orbite, on voit bien que si on veut assembler des très grosses structures où on ne peut pas en fait s'appuyer sur un segment sol qui sera toujours à disposition, comme ce qui pourrait être le cas quand on a un robot dans une usine avec des opérateurs qui le suivent. Il y aura forcément des phases qui seront, enfin, l'autonomie sera nécessaire de façon à ce que l'opération globale d'assemblage, d'intégration puisse se faire sans avoir une dépendance trop forte par rapport au sol. Et je pense que c'est ça qui est recherché. Il y a aussi éventuellement, ça peut être un sujet d'étude, tous les aspects, je pense que c'était ce qui est mentionné dans la présentation avec les détections d'interférences, c'est-à-dire effectivement l'autonomie par rapport à si jamais il y a un objet qui est identifié sur le chemin, être capable de, pour un robot, pour être capable de éventuellement prendre en compte cet objet dans sa tâche ou s'arrêter. Voilà. Donc l'autonomie pour la robotique et l'assemblage, voilà, nous semble être important pour pouvoir avoir des missions qui sont viables sans avoir une trop forte dépendance par rapport au sol. C'est en ce sens qu'on souhaiterait y travailler. Ça me semble clair. Si jamais vous aviez des besoins de précision, n'hésitez pas à rajouter des questions, on les regarde au fur et à mesure. Sur la standardisation, est-ce qu'elle doit prendre en compte l'interopérabilité avec les systèmes US, comme par exemple le RAFTI? Alors, le RAFTI, c'est vrai que ça devient presque un standard de fait, là. Donc, on n'est pas en fait fermé à l'utilisation de standards qui deviennent des standards du marché pratiquement, donc y compris le RAFTI. Mais
la vigilance qu'on va avoir, c'est par rapport effectivement aux contraintes export, en particulier ITAR, ce genre de choses, puisque nous, on ne veut pas être contraint pour l'usage de ce système, de ces systèmes, pour des applications duales. Donc voilà, ça c'est effectivement quelque chose sur lequel il faudra être vigilant. Mais dans le principe, je veux dire, avoir des équipements qui seraient français et qui répondent à ces standards de facto qui sont en train de se mettre en place, même s'ils sont américains, pouvoir contribuer à ces standards ou proposer des améliorations de ce standard, c'est une piste intéressante, je pense. Merci. Alors là, on va plutôt rentrer dans des questions plus d'éligibilité des projets. Il y avait une première question sur la notion d'idée de rupture. Comment elle était définie? Est-ce que vous avez une grille d'analyse côté CNES, ou est-ce que l'entreprise peut juger elle-même du niveau de rupture de sa techno? On va peut-être laisser intervenir Aurélie. C'est une question générique sur la R&D. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Excusez-moi, il risque d'y avoir un peu de bruit. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc le concept de rupture, effectivement, hein, une idée peut être soumise en rupture. Après, donc la rupture peut être technologique, elle peut être méthodologique. Ça peut être des méthodos qui sont utilisés dans d'autres domaines et qui sont appliqués au spatial pour la première fois. Et auquel cas, du coup, comme on l'a vu dans le processus, l'équipe CNES qui va analyser cette idée va confirmer ou infirmer la rupture, et elle sera traitée après en l'état en fonction des analyses qui seront faites par les techniques du CNES. Donc un premier tag est posé par l'entreprise qui dépose l'idée. Et du coup, cette idée en rupture est confirmée ou pas, ou infirmée par le groupe de pilotage du CNES. J'espère que ça répond à votre question. C'est ça le sens de la question qu'on avait en ligne. Et toujours sur cette notion peut-être de rupture, ou plutôt de maturité, on a une question sur le niveau de TRL. Notamment sur des plateformes de solutions plutôt système. Est-ce que si elles sont à TRL 6, il y a un intérêt à ce qu'elles candidatent, ne serait-ce que pour que vous l'ayez dans vos radars, ou alors il faut passer par une autre voie? Alors peut-être je vais répondre. Voilà, TRL 6, on commence à rentrer dans le domaine plus de démonstrateur. Après, on peut effectivement proposer la fiche avec la perspective d'être potentiellement retenu pour un autre guichet aussi. Typiquement, on pourrait aiguiller la proposition vers un guichet démonstrateur. Voilà. On peut pas se brider. Mais c'est vrai que c'est pas la cible prioritaire du programme R&D du CNES. Ça me semble très clair, et ça me permet aussi de rebondir sur une notion, c'est que nous, en arrivant aussi en support de l'action, s'il y avait des projets qui ne rentraient pas sur des dispositifs pour lesquels le CNES pourrait soutenir, on s'est aussi mis à disposition des porteurs de projets pour les aider à trouver d'autres opportunités de financement. Il y en a un certain nombre. Alors, elles ont tendance à se réduire en ce moment du fait des contraintes budgétaires et des fins de programme, mais il reste des opportunités, donc on échangera aussi pour voir comment on peut aider certains projets qui ne rentreraient pas dans les fourches codiques des différents dispositifs du CNES pour les réorienter sur d'autres éléments. Est-ce que vous avez un nombre de projets cibles à retenir? Parce qu'en gros, est-ce qu'il y a une enveloppe derrière cette taille? Je laisse ça pour ma mère. On va dire que oui, forcément, tout appel à l'idée est borné par différents paramètres. Oui, effectivement, on a une enveloppe maintenant, on a une enveloppe conséquente. Il ne faut pas se limiter, ni en termes de propositions, ni en termes de budget demandé. On vise quelques dizaines de propositions. Ouais. Ça marche. Donc, il y a une dizaine de propositions, mais ça dépendra de la qualité des projets. Ça pourra aller au-delà s'il y a vraiment des projets dizaines. Ok. Y a-t-il une durée maximale des projets attendus?
Alors généralement, Aurélie, peut-être tu veux répondre, mais ce que je peux dire, c'est qu'on constate, c'est qu'a priori, dans les propositions qu'on reçoit, il y en a peu qui vont au-delà des 2 ans de durée. Donc, c'est un peu un classique du genre. Bon, ce qui ne veut pas dire que dans la pratique après, ça dérive, pour diverses raisons. Mais au moins, quand on nous propose une activité, généralement, c'est 18 à 24 mois. C'est très clair, je pense que ça répond complètement à la question. Alors, je les prends l'un après l'un parce que j'ai du mal à les regrouper, mais vous avez parlé de la notion de confidentialité et de la gestion spécifique dont vous pourriez parler. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus, puisqu'il y a quelques questions là-dessus? Je reprends la main, tout comme les idées en rupture. Donc l'entreprise qui soumet l'idée tag son idée comme étant confidentielle en justifiant. Donc elle est traitée par un processus un peu spécifique, puisque l'idée est déclarée, l'idée est déclarée dans l'outil, mais la fiche est transmise par un canal un peu différent pour que celle-ci soit traitée de manière confidentielle. Une fois réceptionnée dans les services techniques du CNES, on confirme ou on infirme la confidentialité en fonction de ce qui est justifié par l'industriel et auquel cas, si la confidentialité est retenue pour des raisons de compétitivité sur un marché, pour des raisons propres donc de la confidentialité d'entreprise, elle est traitée par cette voie de confidentialité, par une voie spécifique et du coup, derrière, elle permet la mise en place de marchés en gré à gré et du coup, l'attribution d'un contrat au porteur. Très bien, merci. Ça me semble très clair. Donc, il y avait un taux de financement qui était affiché, un taux d'accompagnement. Pour les startups, les niveaux d'autofinancement attendus sont similaires, ou est-ce qu'il y a des règles spécifiques startup? Alors, pour les startups, je crois que ça peut descendre à 0% de cofinancement industriel. Je confirme effectivement. Après, le cofinancement est toujours souhaité. Ça démontre aussi la volonté de l'entreprise de s'investir dans le soutien d'une action. Mais pour les startups, on peut accepter un taux de cofinancement nul. Parfait. Donc ça, c'est au cas par cas sur chaque dossier. On a une question sur on a plusieurs questions sur le multi-dépôt, c'est-à-dire qu'on a une première question, est-il possible de participer à de nouveaux appels d'offres services en orbite, même s'ils ont déjà pris part à des précédents appels à manifestation d'intérêt, et si notamment ils sont déjà lauréats? Est-ce que s'ils ont déjà participé par le passé, ils peuvent recandidater, et s'ils ont déjà été financés? J'imagine que c'est sur des projets différents quand même. Est-ce qu'il y a une contrainte de nombre de financements par entreprise? Non, du tout. Alors, non, il n'y a pas de contrainte. Et même s'il y a eu des sujets portés précédemment sur le service en orbite dans le cadre des France 2030. Oui, ou France 2030 ou autre, dans le cadre et en particulier sur la R&T dans le cadre des relèves régulières, il n'y a aucune contrainte sur le fait de redéposer un dossier dans le cadre de cet appel à idées. Peut-être on en parlera. Il n'y a pas de contrainte. Je me permets de rajouter, il n'y a pas de contrainte. Par contre, on ne financera pas 2 fois la même chose. Donc, on recoupera bien entendu ce qui est financé par ailleurs. Mais une entreprise qui porte un dossier sur France 2030 peut en porter un similaire, afin que ce soit le même, sur un appel à idées. Mais bien entendu, on peut soutenir des projets par cette voie-là. Très clair. Et s'il y a une candidature en cours d'évaluation côté appel à idées R&T classique, est-ce que il y a un redépôt en même temps est possible côté appel à idées SEO? Alors, s'il y a eu un dépôt sur un appel à idées préalable à celui dont on parle là, a priori, si ça concerne bien les services en orbite, il va être routé vers l'appel à idées thématique. Donc, inutile de redéposer. C'est ça. D'accord, on va rentrer dans la question.
Et après, c'est des questions un petit peu, enfin, j'ai deux questions un petit peu plus techniques, je pense, Sylvie, si tu les vois aussi comme étant techniques, je vais les redire directement à l'oral pour être certain de ne pas les déformer. Pouvons-nous proposer des développements relatifs aux OTV d'un côté et de l'autre, plateformes satellites à forte mobilité servant de base à des services de SEO, permettant le développement de SEO? Est-ce qu'il peut y avoir deux projets portés par une même structure qui répondent au même appel, et est-ce que les deux thématiques sont dans la cible? C'est difficile de répondre sans avoir vu le dossier, le dossier, mais c'est une même plateforme. Enfin, voilà, c'est difficile de répondre. L'idée générale, de toute façon, c'est d'éviter de trop limiter en fait et cadrer les sujets. Donc, je pense que on est là aussi pour écouter vos idées, hein, et je crois que il faut pas se contraindre. Donc voilà, je sais pas exactement si ça répond à la question. C'est difficile sans avoir vu le dossier, mais en tout cas, ne vous limitez pas, quoi. Eh ben, j'ai une dernière question, mais n'hésitez pas à continuer avant qu'on clore la session. Dernière question, c'est sur le sujet de la désorbitation contrôlée des satellites en fin de vie, qui était mentionné dans le texte de l'appel à manifestation d'intérêt, qui n'a peut-être pas été directement abordé là. Donc, c'était juste pour vérifier que la thématique était bien dans la cible de l'appel à idées du CNES. Oui, bien sûr, et surtout que ça fait écho à toutes ces problématiques d'espace, enfin, d'utilisation responsable de l'espace et de limitation des risques au sol avec la rentrée contrôlée. Donc oui, au titre en particulier de l'axe mission, parce que on voit quand même qu'il y a toute une question liée à comment faire des missions qui sont économiquement viables, on va dire, pour adresser ce type de satellite, ce type de désorbitation, pardon. Donc oui, ça répond tout à fait à l'axe 1, mission, d'analyser des missions de désorbitation avec rentrée contrôlée. Ben merci, on est arrivé à la dernière question que j'ai affichée. J'espère ne pas en avoir oublié. Je suis sous la supervision de Sylvie, mais je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions qui ont été posées. Donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et messieurs, madame, de vous remercier pour vos interventions qui ont permis, j'espère, d'éclairer les participants sur l'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt et qui optimisera le nombre de candidatures et la qualité des candidatures qui pourront être soumises. Je ne sais pas si vous aviez un dernier message à passer ou un dernier mot. Rappelez-vous de vous inscrire avant la fin de la semaine à la journée service en orbite du 1er octobre si vous êtes intéressé sur Toulouse. Et moi, je me permets justement d'appuyer le fait que nous vous encourageons à soumettre vos idées au plus tôt pour qu'on puisse les analyser au plus tôt avant la date de relève et potentiellement revenir vers vous pour des optimisations de propositions avant analyse par le comité de pilotage. Donc n'hésitez pas à soumettre dès maintenant vos idées. Très bien, ben, merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt pour au prochain webinaire ou pour des échanges en direct, soit le 1er octobre, soit sur d'autres événements. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.